Ça marche. Bonjour Camille, Bonjour, j'espère que tout le monde va. je vais te laisser te présenter. Ça marche. Du coup, moi, c'est Camille. C'est sur une partie en tant que recruteuse au niveau de la population magasin chez Kiabi. Donc, ça va être les directeurs et directeurs adjoints chez nous. Et depuis une petite année, j'ai basculé, entre guillemets, sur tout ce qui sera talent management et talent acquisition chez Kiabi, sur une partie outils. Voilà. Super. Tu peux nous dire un peu qui habille, nous refaire un peu le teaser. Combien de salariés, c'est combien de boutiques? Alors, Kiabi 10 000 collaborateurs. On est aussi sur à peu près 350 magasins en France, implantés dans à peu près 25 pays dans le monde, avec des franchises, des succursales et des affiliés. Voilà, on fait partie de la FM avec Decathlon, Leroy Merlin qui sont nos cousins. Et voilà, je ne sais pas ce que tu voudrais savoir davantage sur Kiabi parce qu'il y a Non, tellement de choses à dire. c'était pour recontextualiser, pour voir un petit peu les volumes. C'est quoi les volumes de recrutement annuels chez Kiabi? Alors, selon les populations, au niveau des magasins, on est à peu près à 50 directeurs par an. Au niveau des directeurs adjoints, on est à peu près sur une trentaine. Et sur les postes back-office, ça va vraiment dépendre parce qu'en fait, l'année passée, elle n'est pas vraiment représentative. Cette année, elle est aussi impactée. Du coup, on va dire qu'on est à peu près à... Normalement, on est censé atteindre les 100 personnes. Et là, on est à peu près à 50 personnes, vraiment la moitié du recrutement. Ça marche. Alors, toi aujourd'hui, tu utilises la solution de Smart Recruiters pour équiper ton process. C'est ça. Alors on va y revenir, hein. L'idée c'est de comprendre comment est organisé les recrutements chez Kiabi, comment c'est outillé, quel est le process, euh, et puis quelle est ton approche en termes de recrutement, comment ça fonctionne. Il y a une équipe de recrutement, il y a des outils. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, du coup, le process de recrutement chez Kiabi, donc oui, on est avec Smart Recruiter. En fait, on fonctionne d'une manière où on responsabilise et on rend autonome nos équipes grâce à l'outil, parce que c'est un outil qui est vraiment collaboratif pour nous. Du coup, on va donner la main aux opérationnels et ils vont être accompagnés par une équipe RH. Euh, alors, cela coupe au niveau de mon son. Je ne Ouais, sais pas si tout le monde m'entend bien. ouais, on t'entend, il y a des petites micro-coupures. Je vois qu'Emmanuel nous a rejoint. Bonjour Emmanuel. Sinon, je retirais mes oreillettes pour que ça soit plus simple, si c'est mieux pour tout le monde. Euh, Bonjour Emmanuel. Du coup, j'expliquais que le recrutement chez nous était en partie fait par les opérationnels et aussi une équipe RH qui va accompagner en fait, en général comme support, soit pour accompagner le recrutement en faisant des entretiens téléphoniques par exemple, ou soit pour accompagner dans l'utilisation de l'outil, dans la prise en main du recrutement de manière globale. Voilà. Alors, Emmanuel, on a démarré hein, il y a 30 secondes. Je suis Emmanuel désolé, j'ai un Fatras petit peu de du retard. groupe Verona. Je vais te laisser te présenter, Emmanuel, et présenter rapidement ton entreprise. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Emmanuel Fatras. Je suis directeur général adjoint du groupe Verona, en charge notamment des ressources humaines. Alors le groupe Verona, c'est le leader parisien et même en Île-de-France de ce qu'on appelle les city sports. On opère 3 marques commerciales dans le domaine du sport en salle. On a notre vaisseau amiral qui est Neoness, qui a été précurseur il y a une douzaine d'années, même une quinzaine d'années sur les salles de sport accessibles, ouvertes sur Paris, qui se positionne aujourd'hui sur un positionnement marché smart cause. Donc en gros, on estime qu'on a la meilleure proposition de valeur sur des salles de sport avec des services assez intéressants, avec des coachs pour accompagner nos pratiquants. On a la déclinaison, donc deuxième marque commerciale, la déclinaison digitale de Neoness qui s'appelle Neoness Live, qu'on a développé pendant le confinement pour permettre à nos adhérents et à d'autres de pratiquer le sport depuis chez eux avec des cours en live et en replay. Et notre troisième marque qui s'appelle Épisode, là qui a un positionnement beaucoup plus premium avec des studios d'entraînement
Donc c'est de la pratique sportive avec coach, immersive, avec des standards sportifs de haut niveau, puisqu'on a développé des protocoles d'entraînement tirés du sport de haut niveau et de la compétition. Voilà, donc une proposition de valeur assez complémentaire, et on a en tout 32 salles de sport aujourd'hui à Paris, en Île-de-France et Lyon. Ça marche. Alors, quand on a préparé ce webinaire ensemble, on peut constater que vous avez un peu deux approches différentes du recrutement. Chez Kiabi, c'est très structuré, avec une démarche. Camille, tu me disais notamment, chez nous, on essaye d'optimiser l'expérience candidat en retravaillant sur les pages carrières, etc. On va y revenir, en optimisant le nombre de clics pour postuler. Toi, Emmanuel, tu me disais, chez nous, on est plus sur la construction de modèles prédictifs, finalement pour plutôt analyser les soft skills des candidats. Mais ce qui est commun à vos deux entités, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans des secteurs où on peut dire pénuriques en termes de recrutement et de candidats. Camille, tu peux peut-être commencer. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il y a des grandes difficultés de recrutement dans ton secteur d'activité? Oui, il y a des grandes difficultés de recrutement pour deux choses. Je parlerai toujours de deux types de populations. Une population qui est vraiment magasin et qui peine en fait à recruter, parce qu'avec le Covid, nous, nos magasins ont fermé pendant plus d'un mois. Donc ça a été compliqué à gérer en termes de posture managériale, en termes de magasins, nouveaux process, situation de crise assez compliquée parce que ça faisait peur. Donc cette population-là est impactée pour ça. Aussi une difficulté, justement, avant on parlait du télétravail, les personnes en magasin n'ont pas de télétravail, n'ont pas forcément un équilibre vie pro, vie perso, parce qu'ils travaillent le samedi, admettons. Ils ont un horaire de 9h-20h avec les fermetures. Et du coup, c'est une population qui n'attire plus, qui ne donne plus envie, parce que c'est compliqué. Et en parallèle, on a aussi les structures plutôt de back-office. Alors là, on a une peine à recruter parce qu'en fait, Kiabi est méconnu sur certains postes. Nous, on va développer la partie digitale. Enfin, on est présent sur le digital depuis 2000, mais peu de personnes le savent, qu'on a des analyses, des développeurs, qu'on a vraiment ces populations-là chez Kiabi, qu'on a des gros projets aussi. Et en fait, on est tout simplement méconnu parce que justement, la partie RH n'est pas au niveau ambassadeur, on n'arrive pas à communiquer ce qu'on pratique, à oser dire les choses qu'on fait. Et du coup, c'est ça, on n'attire pas parce que c'est méconnu. Et du coup, c'est des métiers pénuriques chez nous. Voilà. Emmanuel, de ton côté? Oui, alors nous, c'est un peu comme l'évoquait Camille. On a eu malheureusement, on s'est pris le Covid de plein fouet. On a été fermé pendant 11 mois, presque 12. Et on se retrouve aujourd'hui en compétition sur le recrutement avec tout le retail, c'est-à-dire qu'on a les mêmes difficultés que dans n'importe quel type de réseau de boutique. Nous, dans le club, on a deux types de profils. On a des vendeurs conseils qui sont à l'accueil, qui accueillent nos clients ou nos prospects et qui vendent des abonnements ou des services. Et on a des coachs. Alors sur les coachs, c'est plutôt une population qui a été préservée parce que on a eu la chance de pouvoir bénéficier du chômage technique et pour le coup, dans notre secteur, c'est assez rare pour ce type de profil-là, qui sont beaucoup en auto-entrepreneurs. Nous, on a des populations qui sont en CDI, même sur des formats de contrats très courts, 2 heures par semaine, par exemple. Mais donc, ils ont eu la chance, du coup, de pouvoir bénéficier du chômage technique en étant chez nous. Donc, c'est plutôt une population qui a été préservée pendant le Covid. Les vendeurs, en revanche, encore une fois, on est en compétition avec beaucoup de monde et aujourd'hui, les confinements successifs, le Covid, les fermetures durables ont fait prendre conscience qu'il y avait peut-être d'autres projets, d'autres envies ailleurs, pas forcément à Paris. Et donc, on se retrouve effectivement avec plus de turnover que ce qu'on avait avant et une vraie difficulté à aller chercher les profils dont on a besoin, sachant que le Covid nous a aussi fait prendre conscience qu'on avait potentiellement besoin d'autres choses en termes de profils, d'autres types de personnes, d'autres types de personnalités, d'autres types de compétences et de capacités en fait à s'adapter à des situations mouvantes. Voilà. Alors Camille, de ton côté, j'allais te dire c'est quoi la solution, mais c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que vous travaillez? Sur quoi vous mettez l'accent en interne pour optimiser le processus de recrutement à ces nouvelles difficultés et ces nouveaux enjeux?
Alors, pour le coup, tu l'as évoqué, mais en fait, il y a une partie qui va être digitale. On va essayer, pour le coup, d'être plus présent, digitalement, donc de communiquer, sur nos pratiques, de rendre le process, en tout cas pour un candidat avec le moins de clics, un process avec, le moins de rencontres, entre guillemets, on essaye de tabler à 3 rencontres, qui soient, chacune complémentaires et pas des rencontres, supplémentaires avec le même type de discours. On essaie de travailler des échanges où à chaque fois on va aller creuser quelque chose d'autre avec le candidat ou donner l'opportunité d'échanger avec des futurs collaborateurs avec qui on va échanger. Du coup, il y a cette partie-là. Sur la partie digitale, ça sera aussi justement la page carrière qui est un peu méconnue sur notre page web et du coup, c'est la rendre plus attractive, plus accessible avec des messages clés. Et en fait, on va essayer d'avoir des impacts avec des événements. Par exemple, la communication, tout ce qui va être digital avec les web analystes, les développeurs, c'est des populations qu'on va pas accéder avec des job boards lambda, qu'on va pas attirer juste avec une page recruteur et une annonce. Va falloir peut-être faire de la programmatique pour les attirer, les challenger. Du coup, il y a vraiment, en fait, en tant que recruteur, surtout sur notre équipe, on est 8. C'est vraiment un changement de mindset sur comment on va les attirer. C'est plus eux qui vont chercher après nous, c'est plutôt nous qui cherchons après eux. Et on va vraiment s'adapter. On leur demande de s'adapter à nous, mais en fait, c'est plutôt nous qui s'adaptons à eux dès l'entrée du recrutement et de notre recherche de notre besoin. Et il y a aussi notre partie qui est après le recrutement. Sur la partie onboarding, on a rendu une partie digitale avec vraiment une plateforme interactive pour échanger, pour donner les éléments avant même l'entrée, donc la pré-intégration, avant même l'entrée du collaborateur, pour vraiment être sur le côté de fidélisation, parce qu'on sait très bien que même si on a recruté la personne, c'est aussi compliqué de la garder, de la fidéliser, et c'est vraiment dans les premières actions qu'on aura le plus d'impact pour perdurer. Est-ce que tu as des programmes, tu disais, faire rencontrer, enfin impliquer plus peut-être les managers dans le recrutement, etc. Est-ce qu'il y a des programmes d'ambassadeurs, de cooptation? Comment ça fonctionne? Alors, on a le principe d'ambassadeur, donc on l'a plus animé sur la partie alternance parce que nous, c'est vraiment un gros levier chez nous. Du coup, là, on a animé au sein du collectif pour faire les interventions écoles, donc là, ça fonctionne beaucoup plus. Les ambassadeurs, ça sera des ambassadeurs smart recruteurs, justement, parce qu'on a besoin, comme on rend autonome et responsable, on a besoin de personnes pour faire des formations, répondre à un peu à un client parce que c'est des choses qu'ils ne savent pas faire. Et j'ai oublié la suite de ce que tu avais dit, désolée. Si tu faisais notamment de la cooptation, enfin s'il y avait d'autres pratiques. Et la cooptation aussi, c'est-à-dire qu'après la période d'essai, on récompense en tout cas cette participation au recrutement. Et même au sein du collectif, on a beaucoup d'événements où on va se rencontrer en tant que recruteur, partager nos pratiques. Donc maintenant, de manière plus digitale, mais on s'accorde des temps d'échange, de dire ensemble ce qu'on fait bien en fait et ce qu'on a du mal à faire et travailler dessus parce que c'est important de ne pas se reposer sur nos acquis. Et les opérationnels, pour le coup, là aujourd'hui, on a la difficulté aussi pour les concerts de mode à les recruter parce que c'est vraiment de la masse. Et du coup, on va réfléchir à plutôt faire des événements au collectif où les personnes vont venir avec un CV pour échanger ou des tables rondes. Bon, là, le Covid fait que c'est compliqué, mais les opérationnels nous apportent des idées et c'est vraiment intéressant de pouvoir les mettre dans le recrutement parce que c'est pour eux qu'on recrute, c'est pour leur équipe et ils savent vraiment bien leurs besoins par rapport à leur région, leur magasin et la typologie d'emploi. Ça marche. Emmanuel, une question. Tu as dit que finalement, tu avais besoin de nouveaux profils, que vous avez identifié des nouveaux modèles de personnalité, on va dire, à recruter pour rejoindre le groupe. Comment tu modélises ces profils et comment tu t'assures d'avoir les bons candidats qui ont c'est justement les bons soft skills pour rejoindre le groupe Verona? C'est une très bonne question. C'est vrai que on a toujours cherché à recruter des personnalités chez nous parce que c'est dans l'ADN de la boîte et on estime que on accorde plus d'importance aux personnalités qu'aux compétences techniques qui sont finalement assez facilement accessibles, ou enfin en tout cas qu'on peut acquérir en formant bien nos collaborateurs. Mais là, on s'est effectivement aperçu qu'on avait besoin d'avoir des gens qui soient plus agiles, qui soient capables d'intégrer plus, de mieux gérer l'incertitude, qui sachent aussi mieux gérer les clients qui sont
plus volatiles, qui ont d'autres envies, d'autres besoins. Donc effectivement, c'était une vraie question qu'on s'est posée. Et pour le coup, alors nous, on s'est doté il y a quelques temps de l'outil Assess First, qui est un outil qui nous permet de recruter et de travailler sur les mobilités internes en faisant passer des tests de personnalité et des tests sur les leviers de motivation. Et alors l'intérêt, c'est que cet outil-là, il permet alors de modéliser des besoins. Ils ont un petit module d'intelligence artificielle qui est bien fichu, qui permet d'avoir un modèle prédictif. Alors, c'est pas forcément le cœur du réacteur, mais c'est un des éléments qu'on utilise aujourd'hui. On a typiquement fait passer pour nos métiers clés, donc qui sont nos vendeurs conseils, qui sont les premiers métiers sur lesquels on rentre chez nous, qui permettent derrière d'évoluer en interne, qui est un de nos gros modèles. On a fait passer à 25 de nos vendeurs conseils le test. Ça nous a permis en fait de modéliser un profil qu'on a affiné en fonction justement des personnes qui avaient passé ce test-là, en disant un tel a un excellent comportement, un tel est particulièrement performant sur tel aspect, etc. On a pu affiner les choses et on a aujourd'hui un modèle qui tourne bien et qui permet en fait d'avoir une sorte de filtre particulier sur les profils qu'on recrute. Alors encore une fois, on ne fait pas tout autour de ça, c'est-à-dire que c'est pas le seul élément qu'on va prendre en considération dans nos recrutements ou dans notre sourcing, mais c'est un éclairage intéressant, un éclairage complémentaire qui nous permet, quand on a un doute, d'aller creuser certains aspects en entretien, d'aller tester des choses sur le terrain, de faire en sorte que ce qu'on n'aurait peut-être pas vu sur un entretien plus classique, comme on le faisait jusqu'à présent, où on avait une chargée de recrutement qui sourçait les candidats, on leur faisait rencontrer derrière un manager, et puis si ça fitait sur ces deux entretiens-là, on se lançait. Là, voilà, ça permet quand même d'aller creuser des choses, d'aller gratter un petit peu là où ça peut, où il y a une petite incertitude, un petit flou. Et comme tu dis, en fait, tu dis si ça fitait, mais c'est très subjectif, le si ça fitait quand t'as pas d'outils, de tests éprouvés. Surtout, encore une fois, quand on est dans une recherche de personnalité, c'est-à-dire qu'on sait aussi qu'en entretien, alors les candidats, ils sont pas forcément là pour nous la faire à l'envers, mais parfois c'est un peu compliqué. On sait qu'on donne aussi le meilleur de soi sur ces moments-là, et c'est assez logique. On est dans une logique un peu commerciale de soi, c'est un peu le principe. Donc on a parfois de mauvaises surprises. On avait assez peu de turnover, et assez peu de rupture de période d'essai, mais ça nous arrive quand même d'avoir quelques mauvaises surprises. Là, l'objectif, c'est de plus en avoir. Et donc on a effectivement cet élément complémentaire qui permet d'avoir une vision peut-être plus objective de certains aspects qu'on n'aurait pas vu en entretien. Voilà. Alors, il y a Sonia qui nous dit comment limiter les dégâts dans le recrutement quand on est une TPE avec un effectif et des moyens très limités, et qu'on a besoin de recruter dans l'urgence. Moi, je dirais que l'exemple d'Emmanuel est plutôt pas mal parce que, je pense qu'on a tous besoin de recruter dans l'urgence. Même moi, j'ai eu besoin là récemment. Mais recruter dans l'urgence, ça veut pas dire foncer tête baissée, prendre le premier candidat ou candidate qui vient. À un moment donné, il faut avoir une méthodologie. Ça peut être des tests, ça peut être autre chose, mais il faut avoir une vraie méthodologie de recrutement. Camille, j'imagine que en boutique, on recrute pas en claquant des doigts. Il y a quand même un certain nombre de critères à valider. Comment ça se passe? Alors, c'est quand même dans l'urgence. En général, on n'anticipe pas les besoins, surtout dans l'opérationnel, sur des postes comme ça, parce que c'est vraiment c'est de l'urgence, c'est du CDD. Après, on anticipe sur les périodes de fête, sur les périodes où on sait qu'on va avoir besoin de personnes, et on anticipe encore à 2 semaines, parce que le CV est volatile sur ces personnes-là. Mais du coup, c'est un process, c'est validé. Et après, les personnes, en fait, avec Smart Recruiter, mettent leur annonce en autonomie et trient leur CV. C'est ils ont l'outil qui leur sert, et en général, on a quand même une bonne visibilité, on arrive à avoir du CV, et après, ils font passer eux-mêmes, en général, ils passent un entretien téléphonique pour valider 2-3 choses, surtout les disponibilités sur des CDD, et après, ils échangent avec eux, et ça va assez vite. C'est assez surprenant, mais par contre, il faut quand même prendre le temps. Sur certaines populations comme Paris, on va avoir 2000 CV, c'est un peu plus compliqué pour la personne de trier les 2000 CV, donc ça a aussi ses risques. Par contre, j'ai une question sur les salariés pour le test. Je trouvais ça intéressant. Emmanuel et moi, on n'a pas du tout la même approche sur faire passer les tests Assess First. Nous, par exemple, on va d'abord rencontrer les personnes en entretien téléphonique, et si jamais en fait, c'est un complément pour nous. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord une précale pour vérifier certaines choses, et après, en complément de cette candidature, on va réceptionner les tests et on va pusher du coup au manager les 2 éléments, notre compte rendu et le test, pour échanger sur les leviers un peu où on avait des doutes et non. Et en fait, c'est comme ça que moi je le vends.
dis que c'est vraiment quelque chose qui va aider à la candidature. C'est pas un piège, la personne a le temps de le réaliser. En général, j'ai une semaine à faire dans le calme et c'est un complément. C'est pas du tout ça qui va déterminer, ça aide à la décision, mais c'est pas le seul facteur. Et c'est comme ça que, en tout cas, nous, on le vend. Par contre, Emmanuel, c'est notre approche. Oui, Alors, mais je nous, pense que nous, vous on a, n'utilisez pas les mêmes tests chez Assess First. Toi, je pense, Camille, que tu utilises un test, effectivement, une fois que tu as fait ton tri, tu vas conforter ton choix en faisant passer un test, alors qu'Emmanuel, lui, utilise un modèle prédictif qui va permettre de faire la présélection. Effectivement, vous alors, avez deux approches on a différentes. les deux approches. C'est-à-dire, typiquement, sur les jobs sur lesquels on recrute beaucoup, comme nos vendeurs conseils, où on a du volume, on utilise le test comme une sorte de préqualification, effectivement. Et en fait, c'est un des premiers filtres et c'est ça qui nous fait gagner du temps. D'autant que c'est assez simple parce que maintenant, ce type de test-là, on peut le mettre dans les annonces de job board ou ailleurs, où en fait, on clique dessus, ça permet de candidater en passant le test et derrière, ça enchaîne. Donc ça, c'est sur ce type de population-là. En revanche, sur les profils plus rares, comme on a au siège, avec des profils plus experts, que ce soit en IT ou en marketing ou en comptabilité, contrôle de gestion. Enfin, moi, je n'ai pas tous voulu les faire. Là, on l'utilise un peu plus comme vous, Camille, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où on fait notre sélection de candidats, on les rencontre et si les premiers entretiens sont concluants, on fait passer le test pour avoir un éclairage complémentaire. Mais on a bien cette double logique-là et effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins en fonction des types de populations. Alors, je ne sais pas si on avait Simon qui était avec nous tout à l'heure, je ne sais pas s'il est dans les parages, mais Simon doit savoir nous dire si vous utilisez les mêmes tests ou si ce sont des tests différents. Simon, Oui, bon, ouais. je suis là, ouais. Alors, c'est bien les mêmes, mais en fait, c'est juste. Il y a plusieurs spectres, c'est-à-dire que comme Emmanuel a expliqué, quand on est capable de modéliser les facteurs de succès en poste, on peut se permettre de mettre le test en amont parce qu'on a objectivé ce qui permet aux gens de réussir et ça a c'est une réelle légitimité. Alors que si on y va à l'intuition, l'interprétation, au feeling du test, on va dire, on ne peut pas se permettre comme ça de prendre des décisions de oui-non aussi facilement. Par contre, effectivement, la façon dont tu escabies, de manière beaucoup plus approfondie, une fois que les premiers critères sont amenés. Et donc là, on peut aller, c'est plus de la validation des prérequis, c'est creuser les sujets déterminants pour s'assurer de ne pas passer à côté d'éléments clés. Donc je trouve que c'est vraiment les deux meilleures exploitations possibles des questionnaires. Et c'est important d'avoir les deux stratégies possibles en tête. Et Emmanuel a bien expliqué dans quel cas une stratégie est pertinente et dans quel autre cas on peut appliquer l'autre, tout comme Camille. L'important, c'est d'arriver à la fin à avoir les bonnes personnes en face. Et Camille, pour répondre à... Pardon, excusez-moi, ça complète en fait parce que justement, on creuse et comme j'ai dit dans l'intro, comme on fait des échanges, on essaie d'en avoir que 3, admettons. C'est pour donner les billes au suivant, entre guillemets, des choses à creuser, des choses à réconforter. Et comme ça, la personne ne pose pas les mêmes échanges et on n'est pas sur les mêmes qualités. On va toujours plus loin dans les échanges avec les différentes personnes. Et ça, c'est vraiment un outil qui nous aide à ça. Et par contre, je pense qu'on utilise quand même un modèle prédictif sur les leaders de magasins parce que c'est un métier de masse chez nous. Et du coup, on a quand même estimé les critères pour aller en profondeur. Mais ça enrichit nos échanges, en fait. Et j'ai vu, il y a la question débrief est fait. Ouais. Vu qu'on a été formé par Assess First, on a les outils pour faire le débrief justement à la personne d'après, donner les bons éléments, donc c'est important. Ça marche, Emmanuel? Non, mais c'était ça, je voulais répondre sur la partie débrief. Alors, l'outil est bien fichu parce qu'en fait, les candidats reçoivent une première synthèse qui se suffit à elle-même, alors qu'elle n'est pas aussi détaillée, aussi précise que quand on fait un débrief complet. Et par ailleurs, nous, on fait des débriefs pour les candidats qui nous rejoignent. Au moment où ils arrivent, ça fait partie de l'onboarding, on fait ce débrief-là complet. Moi, je passe 1 heure avec le candidat pour lui expliquer le détail de ses résultats. Et par ailleurs, c'est un outil qu'on utilise, nous, aussi en mobilité interne, parce que ça permet, pour le coup, de caler aussi les bonnes candidatures internes sur des évolutions, qui est un de nos gros leviers, nous, en interne, pour mobiliser les gens, notre parc employeur, ça soit beaucoup sur cette logique de développement et de parcours en interne. Donc, c'est un bel outil aussi pour piloter les mobilités. Les parcours en Z, nous aussi, on l'utilise. Alors, il y a la grande différence entre vos deux structures. Bon, bah, c'est la taille, hein. Vous n'avez pas des structures de même taille. Du coup, toi, Emmanuel, tu n'as pas d'ATS aujourd'hui en place. Camille, toi, tu as une ATS qui est Smart Recruiters, qui est une des ATS les plus performantes. Tu peux nous expliquer à quoi ça sert pour ceux qui n'utiliseraient pas d'ATS?
À quoi te sert Smart Recruiter? Qu'est-ce qu'il couvre dans le processus aujourd'hui? Alors, il couvre tout. En fait, dès le moment où la personne aura un besoin, la personne va mettre son besoin sur l'outil, donc créer son annonce. Ce qui est bien, c'est en fait, pendant le process de création, on va se créer la suite du processus, j'ai envie de dire, parce qu'on va mettre l'annonce en place avec les informations essentielles, l'information sur le job, etc. Après, on passe à l'étape 2 où on va définir en fait les job boards sur lesquels on va être présent. Donc, on a le droit au multi-posting, donc c'est facilitant, ça nous évite de nous connecter à plusieurs supports. Et après, dans une troisième étape, alors je ne sais plus si c'est dans l'ordre, mais dans une troisième étape, on va établir une équipe de recrutement avec des rôles de manager, de recruteurs et d'intervieweurs. Et en fait, ça nous permet en fait de nous créer une petite équipe de collaboration sur un recrutement. On va créer le besoin, les personnes vont recevoir une notification, ça va être aussi disponible pour la mobilité interne. Et comme ça, après, on va taguer les personnes, mettre nos comptes rendus, faire nos entretiens téléphoniques. Et quand on va se connecter, admettons, sur un profil de Simon, on va savoir qu'il a passé un entretien, il a postulé tel jour, il a été consulté tel jour, et il a eu un entretien, et on sait le processus. Et en fait, ça nous accompagne vraiment dans le côté responsabilisant et autonomie de notre recrutement. Et c'est ce qui permet, à l'heure d'aujourd'hui, que tout le monde recrute sur la France, même à Ouais, l'international, parce qu'on a aussi ouvert à l'Espagne ou autre. Moi, je peux accéder au poste en Espagne et aussi participer, et c'est vraiment facilitant. c'est ça. Et ça donne une bonne visibilité sur nos recrutements. En fait, dans une organisation décentralisée ou une organisation, par exemple, qui offrirait du télétravail, sans ATS, tu peux quasiment pas bosser aujourd'hui. Bah, c'est plus complexe, je pense. Ça ralentirait fortement le processus. Bah, en fait, c'est juste un exemple, c'est qu'on passe pas par mail. Et déjà ça, parce que c'est bête, mais si jamais j'oublie une personne en copie de l'information que j'ai rencontré telle personne ou autre, bah en fait, on fait des doublons, on perd notre temps. Que là, avec l'outil, on passe pas par mail, tout est mis sur le même endroit et ça facilite. Et après, on peut aller plus loin parce qu'on peut aussi analyser nos données sur combien de temps on a pourvu le poste, le délai, etc. Donc, on peut aller aussi en profondeur et être qualitatif sur ce qu'on fait. Et c'est aussi intéressant pour le ROI. Alors, il est déjà 10 heures. Je vais vous poser une question. C'est quoi les ambitions en matière de recrutement pour 2022 ou alors que ce soit les ambitions de recrutement ou les ambitions d'amélioration de votre processus? Je laisse commencer, Emmanuel. Oui. Alors, nous, on estime qu'on peut toujours faire mieux par rapport à ce qu'on a mis en place. On a développé beaucoup, on s'est beaucoup professionnalisé sur ces sujets-là sur les 3 dernières années. On s'est doté d'outils intéressants, on s'est doté de nouveaux processus sur la partie onboarding notamment pour que les gens soient embarqués le plus tôt possible, qu'ils aient envie de nous rejoindre, voilà, et qui partagent très rapidement notre ADN parce que je pense qu'on estime que chez nous, nos valeurs sont aussi un gage d'engagement et d'envie de nous rejoindre et de rester. Donc on a beaucoup professionnalisé tout ça, on va aller au-delà, on peut toujours faire mieux. Moi, sur la partie processus de recrutement, ce que j'aimerais, c'est pouvoir mettre en place de façon plus poussée tout ce qui est mise en situation, mise en pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une large place qui est laissée aux opérationnels dans la partie recrutement. Typiquement, sur la partie exploitation, il y a une personne qui est dédiée au recrutement en exploitation qui n'est pas rattachée directement à moi, qui est rattachée responsable d'exploitation. Je trouve ça très bien, c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus simple. Mais on est encore dans des modalités assez classiques de je fais passer des entretiens. Assess First nous donne un élément complémentaire, mais ça reste juste, encore une fois, un éclairage ou un levier de sélection. Moi, j'aimerais bien pouvoir mettre en place des choses qui permettent d'avoir des sortes d'assessment centers. C'est-à-dire que moi, mon rêve, ce serait d'avoir un espèce de club fictif dans lequel on met les gens en situation avec des faux clients ou des vrais clients, enfin, il faudra voir, mais où on est capable de voir ce qu'on ne voit pas en entretien, c'est-à-dire le non-verbal en situation, la capacité de gérer la complexité, de gérer l'urgence, de s'adapter à ce qui se passe, voilà. Et cette aisance-là, c'est des éléments qu'on ne mesure pas quand on échange, qu'on ne mesure pas à travers un test comme Assess First. Voilà. Moi, ce serait mon rêve pour les années qui viennent. Bon, on verra, on va sans doute déployer ça par petites touches. J'ai plusieurs idées là à soumettre à mes équipes, donc voilà. Ça marche. Je pense que tu peux les partager avec Kiabi parce qu'ils peuvent avoir besoin aussi de ce process de mise en situation. C'est intéressant comme idée.
Après, les assessments, c'est quelque chose qu'on pratique, mais que sur une partie de notre population, parce qu'en fait, on anime les entretiens annuels et la suite de ça, on a des talent reviews où en fait, on va placer nos talents et voir comment on pourra les accompagner par la suite. Et du coup, on fait passer des assessments pour validation de rentrer dans des parcours de formation. Mais par contre, notre assessment n'est pas parfait et on est encore en train de travailler dessus parce qu'il y a vraiment une demande de l'opérationnel et il faut y répondre au mieux. Par rapport au process, on va continuer à garder une transparence aussi au niveau de nos candidats, nos collaborateurs sur comment ça se passe, de continuer et renforcer l'autonomie et la responsabilité de nos équipes sur cet outil parce que c'est un vrai outil intéressant, mais par contre, c'est important de répéter les bonnes pratiques et continuer à les former parce que c'est structurant et ils en ont besoin. Et après, au niveau des candidats, en fait, on va plus se tourner parce que, comme j'ai dit à un moment, c'est nous qui devons répondre à leurs attentes et du coup, on doit renforcer la notion de télétravail pour certaines populations, être plus flexible. Tout ce qui est plutôt, ça attire beaucoup aussi nos futurs candidats et aussi m'allier le vie pro et vie perso, répondre au mieux à ces questions-là en tant que recruteur et aussi faire passer cet état d'esprit aux opérationnels parce que c'est aussi un état d'esprit qu'on doit aussi un peu changer chez Kiabi parce que le télétravail, on l'a connu, mais à hauteur de 1 jour par semaine. Maintenant, on est quand même à 3 jours par semaine. Et aussi marketer nos actions RH parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, donc renforcer cette partie-là. Et surtout la qualité de nos échanges parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je pense que c'est quelque chose qu'on va perdre dans le temps dans nos actions. Voilà. Ça marche. Dernière question, vous avez, depuis le début de cette matinée, on a pas mal discuté du changement de paradigme au niveau des candidats, de changement d'attitude. Emmanuel, tu as constaté quand même, on a un peu de recul depuis le début de la crise, mais est-ce que les candidats ont vraiment changé, ont des axes de motivation qui diffèrent aujourd'hui ? Alors, moi, je trouve que oui, ça a changé, mais en fait, c'est pas tant la crise qui a fait changer les choses. Pour moi, la crise a accéléré un mouvement de fond que moi j'avais observé déjà avant, bien avant 2020. On a effectivement un changement de rapport à l'entreprise, un changement de rapport au travail globalement et à ce qu'on vient y chercher. On a des candidats aujourd'hui, et moi je trouve ça plutôt sain, qui ont très à cœur de préserver leur équilibre personnel, qui sont pas pour autant moins engagés pour l'entreprise, mais en tout cas qui savent la mettre à distance, cette entreprise, quand c'est nécessaire, qui ont aussi envie de pouvoir bosser à distance, bosser sur des outils sympas, leurs propres outils. Donc il y a toute cette dimension-là de... Je ne vais pas parler de nouvelle génération parce que je pense que c'est plus général que ça. Ça ne touche pas que la génération qui arrive sur le marché du travail. Les générations d'avant sont aussi très sensibles à ça. Moi, j'ai un collaborateur là qui vient de partir pour ouvrir une brasserie à Barcelone. Bon, voilà, c'est typique de ce qui s'est passé pendant le confinement, mais potentiellement, il y serait venu dans 5 ans. Là, ça a eu un effet d'accélération. Donc effectivement, il y a des nouveaux besoins, il faut s'y adapter. Je pense qu'effectivement, l'entreprise avant avait la possibilité de choisir plus simplement ses collaborateurs et se positionner beaucoup en dominant dans ce rapport-là, en disant je choisis, je prends qui je veux et je ne suis pas obligé de faire attention à mes candidats parce qu'en fait, je m'en fiche. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans autre chose. C'était déjà là avant, mais c'est encore plus présent aujourd'hui. Il faut qu'on ait des process qui donnent envie aux gens de nous rejoindre. Il faut qu'on ait des entreprises qui donnent envie aux gens de nous rejoindre et de rester. Il y a un enjeu d'attractivité et de rétention. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'on puisse mettre à disposition un process qui fait envie, qui engage dès le début, un onboarding qui commence quelque part dès le premier entretien. C'est aussi ça qui est l'enjeu pour qu'on évite que les gens zappent, partent et nous désorganisent. Camille, ton constat ? Si l'impact a changé parce qu'en fait les candidats nous positionnent comme des partenaires de vie. On va participer à un moment de leur vie pour structurer, pour leur apporter des évolutions, vraiment parcourir leur vie et on les accompagne. On n'est plus sur quelque chose où il y a quelqu'un de dominant, dominé, des rapports complètement de contrôle. On n'a plus des mots comme ça. On est vraiment sur faut savoir s'adapter, transparent, autonome, responsable. Et c'est vraiment des partenaires de vie. Et du coup,
échanges avec les candidats sont complètement différents parce que moi, je me retrouve avec des questions que j'avais pas avant, le télétravail, comment vous gérez, vous, la période de Covid. C'est aussi important de leur expliquer comment on a mis en place les choses, comment on a accompagné les équipes, on les a pas laissées seules, que là, aujourd'hui, on les accompagne toujours, qu'on respecte beaucoup de choses. Donc, ces questions-là sont structurantes pour eux et je les ai c'est leur première question, la gestion du Covid, comment vous accompagnez vos équipes. Et après, j'ai des questions sur les évolutions, comment on évolue chez Kiabi, est-ce qu'il y a des parcours écrits, la formation aussi beaucoup. En fait, j'ai des questions qui sont devenues très structurantes sur mes échanges. Auparavant, c'était plutôt parlez-moi de Kiabi. Voilà. Que maintenant, non, on a des questions précises, qu'est-ce qu'on veut retrouver. Et ils n'hésitent pas aussi à dire j'ai déjà des candidats qui disent oui, ça va pas correspondre. Et puis c'est OK, mais du coup, ils ont la transparence de le dire. Et c'est devenu des échanges vraiment qualitatifs et c'est plaisant, enfin de plus en plus plaisant pour moi en tout cas. Super. Eh ben, écoute, c'est une super conclusion. On va retenir, d'ailleurs, je vais certainement te voler cette expression. L'entreprise doit devenir un partenaire de vie des salariés. Je trouve ça très bien pour conclure ce webinaire. Enfin, cette intervention, on n'a pas fini. On a Eric qui va nous rejoindre. Merci Emmanuel, merci Camille et merci Simon d'avoir été en notre compagnie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et on va passer à la dernière intervention. Camille, je te repasse participant. Voilà. Eric va nous rejoindre tout de suite.